podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la mini-série de l'été « Que sont-elles devenues ?» Vous les avez découvertes dans les saisons 1 ou 2 et on va maintenant prendre de leurs nouvelles. Pour cet épisode, je reçois Manon Onfray. Bonjour Manon. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Alors nous, on s'est parlé en avril 2021. Ça fait quand même beaucoup de temps, ça fait plus de 4 ans. J'ai envie de te demander qu'est-ce qui a changé depuis. Je pense pas mal de trucs. Oui, beaucoup de choses ont changé effectivement depuis 2021. 4 ans, c'est beaucoup dans une carrière en sortir de post-doctorat. Donc là, depuis, j'ai eu un CDI, donc c'est quand même un peu le Graal. Toi, t'es pharmacienne et docteur en neuro, hein. C'est ça. En fait, ma formation initiale, c'est docteur en pharmacie, du coup, avec spécialité officine. Donc, c'est le pharmacien de ville que tout le monde connaît. Ouais. Et ensuite, j'avais complété ma formation par un master en neurosciences, puis une thèse en neurosciences et un post-doctorat. Donc, maintenant, mon activité, elle est à temps plein recherche scientifique. J'exerce plus en tant que pharmacien d'officine depuis 2021. Ouais, donc t'as eu un CDI, ça veut dire un poste de chercheuse ? C'est ça, un poste de chercheuse dans le privé. Et j'ai une convention d'hébergement avec le CHU et l'Université de Rennes. Donc, mon activité, en fait, est intégralement effectuée dans l'académie, quoi. D'accord. Ah, c'est pas mal ça. C'est un poste privé effectué dans l'académie. C'est ça. C'est très intéressant. Ok. Donc ça a changé depuis parce que t'étais en postdoc. J'étais en postdoc, ouais. C'est ce que tu m'as dit juste avant qu'on enregistre, c'était t'étais un bébé à l'époque. C'est ça. C'est ça, finalement, quand on regarde... après la thèse, on se dit ça y est, on est grand, etc. Et au final, beaucoup de choses se passent dans les années qui suivent la thèse et le post-doctorat. Et c'est vrai que on est souvent fixé sur l'objectif suivant. Et parfois, on prend pas le temps de faire un point sur tout ce qui a été fait. Ouais. Et c'est vrai que ce podcast est l'occasion aussi de faire ce point-là. Et effectivement, je pense qu'en 4 ans, j'ai beaucoup grandi, j'ai pris beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus d'initiatives. Donc c'est assez amusant effectivement de faire ce retour en arrière sur l'expérience 2021 versus 2025. Bah ouais, et puis c'est chouette de prendre des nouvelles, c'est ce que je me disais en fait à un moment avec le podcast, je me disais c'est génial parce qu'on s'attache à vous, on écoute tu vois les histoires de vos vies, mais je me disais c'est hyper frustrant et hyper triste de pas savoir ce qui se passe après, tu vois. Et j'ai été inspirée par La Muse en parle de ce podcast qui m'a interviewée pour savoir que sont-elles devenues et je me suis dit ah mais c'est une super bonne idée, je vais faire exactement la même chose parce que je trouve que c'est chouette de prendre des nouvelles et puis surtout comme toi quand il y a eu 4 ans, il y a vraiment plein de choses. Donc tu as eu ton CDI en quelle année ? Ça fait combien de temps ? C'était du coup à la fin 2021, donc ça a fait 4 ans. Ouais. Donc là, en termes de, on va dire, sécurité d'emploi et charge mentale par rapport au statut, ça a été vraiment un grand soulagement. Et je suis très reconnaissante d'avoir ce CDI. Et puis, ça permet aussi de faire des projets à plus long terme. Notamment d'envisager des projets de recherche plus longs, d'envisager aussi de s'engager auprès d'autres instances. Donc notamment, tu sais, je fais toujours de l'histoire des neurosciences et donc en 2023, j'ai organisé à Rennes un congrès pour la Société internationale d'histoire des neurosciences. C'était un peu un serpent de mer, ce projet, puisque initialement, il devait être organisé en 2020 à Rennes, mais en 2020, il y a eu un petit épisode mondial qui s'est passé. Puis en 2021, il y avait encore des confinements, etc. Ouais. Donc au final, il s'est tenu en personne à Rennes en 2023. Ouais. Et donc en ce qui concerne les challenges liés à l'organisation, toi tu connais très très bien ça avec Pints of Science. Mais effectivement, faut le faire pour s'en rendre compte de la masse de travail que ça peut être et de la diversité de rôles que ça te demande d'occuper. Je pense que c'est ça le pire. C'est ça. Ouais. C'était une expérience très formatrice, très formatrice, très chronophage. Je suis pas sûre de le refaire, mais c'est quelque chose que je ne regrette pas d'avoir fait a posteriori. C'était une expérience très intéressante. C'est vrai qu'avoir organisé la semaine du cerveau, ça me faisait une base, mais organiser un congrès international, c'est encore différent.
Ouais, c'est encore un autre niveau de complexité. C'est ça. Mmh. Donc ça a été un gros accomplissement parce que c'était aussi un projet très long terme, hein, du coup de Ouais, plus bah de oui. 4 ans finalement, parce que c'était oui les premiers niveaux d'organisation c'était autour de 2019 et puis la réalisation en 2023. Donc faut Faut tenir, tenir. hein, ouais. Mmh. C'est ça. On a la même expression, faut tenir le coup, quoi. Faut tenir le Exactement. coup. Donc là, c'est vrai que j'ai assisté en tant que participante là en début juillet au congrès 2025 de la société qui était organisé à Paris pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Jean-Martin Charcot, hein, qui est un des pères Oui. fondateurs de la neurologie. Donc c'était très chouette là de se dire ah ouais, il y a 2 2 ans j'organisais et là cette année je suis plus tranquille. Mais c'était Ah vraiment une ouais, belle j'avoue. expérience. Venir en spectateur, d'un truc que tu as déjà organisé, c'est agréable, hein. Oui, et du coup on est aussi Et beaucoup ça plus stresse un peu parfois aussi. Parce qu'on voit ouais. les trucs et on se dit: «Ah, mais il y a ça!» mais tu peux rien faire et tu peux pas les aider. Donc des fois, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, on se dit: «Ah, on est tranquille», mais en même temps, on se dit: «Ah, tiens, il y a ça! Oh, les pauvres!» et tu sais, ça te fait un peu mal au cœur quand tu vois qu'il y a un truc qui va pas mais tu peux pas les aider et puis bon, bah, voilà, elles se gèrent ou elles se gèrent, quoi. On est aussi beaucoup plus ouvert et compréhensif. Oui, de fou. Et ça, c'est très important. Ouais, Ça, c'est très exactement. important. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis, 2021? Est-ce que tu as d'autres trucs, à nous raconter? Oui, j'ai réussi à conjuguer mes deux expériences, enfin mes deux carrières, du coup ma carrière de pharmacien d'officine et de chercheur sur la maladie de Parkinson, en Ouais, écrivant donc un livre destiné aux pharmaciens d'officine essentiellement, mais aussi à tout professionnel de santé qui est impliqué dans la prise en soin des patients atteints de la maladie de Parkinson. Donc ça ouais, regroupe finalement mes connaissances que j'ai pu acquérir au cours de ces 10 ans en tant que chercheur spécialiste de la maladie de Parkinson, appliquée à donc une expérience professionnelle de pharmacien d'officine. ouais. Quelles sont en fait les choses essentielles à savoir, quels conseils donner aux patients, aux conjoints, aux familles, et puis Ouais. comment un pharmacien bien formé à la maladie peut être utile à ses collègues soignants et puis surtout aux patients et à son entourage. Donc ça, c'était une expérience aussi assez chronophage, très formatrice, mais dont je suis assez fière Ouais. Bah, un d'avoir bouquin, fait c'est cet dur, hein. ouvrage. Ça en fait, c'est beaucoup, beaucoup de temps et puis c'est un truc en plus de ton travail, hein, donc Oui, oui, je tu l'écrivais le soir et les week-ends, ouais, c'est ce effectivement. que j'allais te demander. Tu as passé beaucoup de week-ends dessus? Oui. C'est ça, oui, mais c'était intéressant aussi parce que ça permet encore une fois, de faire le point sur ses propres connaissances, de prendre du recul. Et Ouais, c'était aussi un exercice quelque part de vulgarisation là aussi, ouais, puisque faire comprendre des notions complexes sur la physiopathologie, etc., ou sur les traitements dans un langage qui soit compréhensible par tous. C'était une expérience vraiment intéressante et je suis vraiment fière de l'ouvrage qui en est sorti, même si quand il sort, il est presque déjà obsolète sur certains points, puisque oui. La la recherche avance recherche vite, hein. continue, Ouais. c'est ça. Il y a eu 2 nouveaux médicaments qui sont sortis en 2024, donc l'ouvrage est sorti en 2023, donc il ne comprend pas ces 2 nouveaux Ouais. médicaments. En fait, un bouquin, c'est combien de temps du moment où tu as décidé de le faire au moment où il est sorti? Au moins 1 an et demi, non? Oui, oui, ça doit être à peu près ça, parce que j'avais Mmh. sollicité les éditeurs pendant la période Covid, du coup. Ouais. Je sais plus, je crois que ça devait être en avril 2021 ou quelque chose comme ça, ou 2022. Et puis une fois que le contrat est signé, il y a une date de rendu, quoi. Mmh. Et donc là, il est sorti en 2023. Donc les dernières épreuves, j'ai dû les corriger fin 2022. Donc ça, c'était aussi OK. un super moment dans ma vie professionnelle de recevoir par Le courrier bouquin? les épreuves de mon bouquin et le carton des premiers exemplaires Ah physiques. ça ouais. Ça, c'était une chouette expérience, vraiment, ouais. Ça doit faire super plaisir ça. Et du coup, si on devait résumer cette période, alors c'est super difficile parce que c'est 4 ans, plus de 4 ans, mais on va essayer de faire l'exercice quand même. Si tu devais résumer cette période en 3 mots, ça serait quoi? Croissance, apprentissage et responsabilité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ces 3 mots-là? Croissance parce que je crois que j'ai jamais autant progressé, autant sur le plan professionnel que personnel que durant ces 4 années. Mmh. Notamment parce que depuis l'année dernière, je suis engagée dans un programme de leadership qui est organisé par la Société internationale spécialiste des mouvements anormaux auquel je participe et donc qui vise à donner à des jeunes chercheurs, jeunes cliniciens des notions de leadership en fait pour se préparer OK. à avoir des postes à responsabilité par la suite et puis aussi pour grandir en tant qu'individu. Donc la Ouais. croissance qu'on peut entendre comme développement personnel et Ouais. professionnel,
Je crois que c'est vraiment l'illustration majeure de ces 4 ans, surtout de ces 2 dernières années. Responsabilité parce que j'ai des projets de recherche qui sont en mon nom propre, ou en tout cas où je suis scientifique associé et initiateur, ce qui est un petit peu différent de la thèse où là le sujet nous est proposé et du postdoc qui est un peu entre les deux. Là, c'est vraiment de la création de projets purs. C'est ça. Et puis le fait aussi d'avoir des postes à responsabilité au sein de comités dans les différentes organisations scientifiques, etc., d'encadrer des étudiants. Oui. Donc c'est aussi un élément intéressant et sur lequel on apprend beaucoup de choses sur soi-même aussi, de passer de l'autre côté du miroir. Apprentissage, parce que l'apprentissage, en fait, c'est clairement ce qui marque toute la carrière, enfin en tout cas de mon point de vue. Et l'apprentissage, il est permanent, il vient vraiment de autant des patients que des collègues scientifiques, que des collègues cliniciens. Et c'est ce qui m'a toujours drivé ce qui m'a poussé à faire une thèse, ce qui m'a poussé à rester dans le milieu de la recherche. Donc l'apprentissage, c'est vraiment ce qui me motive au quotidien, continuer à lire les articles, à en écrire, partager. C'est vraiment quelque chose qui définit, je pense, le métier. C'est l'apprentissage. Oui, complètement. Alors, quel a été ton plus grand défi depuis qu'on s'est parlé ? Je pense que ça a un lien avec une thématique de recherche sur laquelle je travaille depuis 2018, qui est l'accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie des patients parkinsoniens. Et donc, on a travaillé avec mes collègues sur déjà réaliser un état des lieux de la situation et puis ensuite proposer des changements de pratique. Et je pense que ça a été vraiment le plus grand défi de mener ce projet et d'aller jusqu'à la publication et ensuite de continuer l'éducation sur le terrain des collègues, puisque changer les pratiques, c'est toujours quelque chose de difficile. Ça nécessite d'interroger des idées reçues, des habitudes, et aussi potentiellement de se mettre en défaut par rapport au statu quo. Donc je dirais que c'est ça le plus grand défi, c'est un défi académique et clinique qui est de rester, en fait, d'accepter de faire face à des challenges qui viennent pas forcément, qui sont pas forcément attendus et des obstacles qui sont pas forcément attendus non plus, tout en gardant bien en vue la finalité de notre travail qui est d'améliorer le quotidien des gens, que ce soit en début de maladie ou tout à la fin, et le quotidien aussi des soignants. Donc je pense que ça a été le plus grand défi depuis les 4 dernières années. Et tu travailles, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, tu travailles toujours sur Parkinson ? Oui, c'est mon champ de recherche, la maladie de Parkinson, et puis en parallèle l'histoire des neurosciences et de la pharmacie, mais c'est vraiment, mon champ principal, c'est la maladie de Parkinson, effectivement. Et par rapport à 2021, j'allais dire ton sujet de recherche, maintenant c'est plus juste un sujet, c'est probablement un peu plus étendu. C'est toujours le même ? Tu travailles sur quoi sur Parkinson ? Je travaille toujours en fait sur la prise en charge pluridisciplinaire du patient parkinsonien, donc comment on peut améliorer à la fois sur le plan médicamenteux, thérapeutique, et également sur le plan des pratiques professionnelles, la prise en soin de ces patients et de leur entourage. Et également, j'ai fait beaucoup de formations des professionnels. Donc effectivement, même donner des formations à des médecins ou à des infirmiers, c'est pas forcément quelque chose auquel je m'étais préparée. Ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure. Et c'est vrai que pour le coup, ça c'était un défi aussi, lutter contre le syndrome de l'imposteur et puis assumer d'avoir ce rôle de formateur de collègues plus âgés, de collègues d'autres disciplines avec d'autres diplômes. Donc c'est vraiment ce qui résume mon activité aujourd'hui, c'est la recherche clinique académique, donc avec des protocoles sur la maladie de Parkinson, sur les médicaments, mais aussi sur la prise en charge globale, comme les soins palliatifs. Et puis une activité d'éducation, de formation initiale, puisque je donne des cours à la fac de pharma, et continue, puisque je fais régulièrement des actions de formation destinées aux cliniciens qui sont en activité à l'heure actuelle, quoi. Ouais, ok. Donc pareil, mais en plus mature, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc tu nous as parlé de ton bouquin, du congrès, donc ça avait l'air d'être des jolies victoires par rapport au boulot que c'est et à l'impact que ça a eu. Est-ce qu'il y en a une autre Est-ce que tu as une victoire sympa à nous raconter depuis que je t'ai parlé en 2021 ?
Il y en a eu quelques-unes, effectivement. En 2023, j'ai eu le grand honneur de recevoir le prix de l'Ordre national des pharmaciens, en fait, qui Waouh. récompense un pharmacien qui s'engage dans des actions de santé publique. Ouais. Et donc, ma candidature a été retenue par rapport justement à l'investissement et aux activités que j'ai pu mener dans le domaine de la maladie de Parkinson. Donc ça, c'est vrai que c'était déjà un grand honneur parce que c'est un prix qui est quand même prestigieux et puis une belle reconnaissance aussi Ouais. de mon milieu initial finalement, Oui. qui reconnaissait mon investissement dans le domaine de la neurologie, qui est pas forcément le domaine où on attend un pharmacien pour le coup. Ouais. Donc Ou une pharmacienne c'était d'ailleurs. vraiment un beau moment, Ouais. que je garde vraiment en mémoire comme un très beau moment, personnel, professionnel. C'était deux mondes qui se sont retrouvés un peu là. C'est ça. Ça a donné, en fait, c'est vrai que parfois le profil, quand on regarde de l'extérieur, ça peut sembler un peu disparate. Mais finalement, enfin, moi, je l'ai toujours construit enfin, il a toujours fait sens pour moi. Ouais, ouais. Et là, finalement, c'était une reconnaissance, une validation extérieure du sens et de la retombée que ce profil pouvait avoir pour les autres aussi, quoi. Ouais, bah c'est top. Félicitations. Merci beaucoup. Et donc est-ce qu'il y a quelque chose parfois quand on fait un podcast, on se dit après: «Ah j'aurais pu dire ci ou j'aurais pu dire ça» ou en réfléchissant maintenant avec, toute la maturité, que tu as, depuis ces 4 ans, que tu as acquis depuis ces 4 ans, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux auditrices ou aux auditeurs de Sous la blouse, maintenant, par rapport à il y a 4 ans? Complètement. En fait, Ouais, rien ne se passe comme tu l'as prévu. Ça, c'est vraiment quelque chose. Enfin, je pense que tu ouais, peux là-dessus être ouais, totalement d'accord avec moi. ouais, C'est qu'en fait, si on m'avait dit quand j'ai fait ma thèse où j'en suis, enfin, qu'on m'avait dit voilà, tu commences ta thèse en 2014, en 2025, tu auras fait ci, ça, jamais je l'aurais cru, jamais, jamais ouais, j'aurais envisagé faire ça et que en fait les opportunités arrivent, enfin tu te les crées tu te l'es créé, ouais. voilà, c'est ça en fait, mais c'est un processus long terme. Et Mmh. effectivement, des choses, enfin en fait, faut vraiment faire les choses sans forcément attendre, enfin même sans attendre un retour immédiat, puisque c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est pas comme ça que ça a fonctionné Ouais. pour moi. Et faut faire les choses de façon sincère. Je pense que la réussite que j'ai pu avoir sur certains sujets et puis les opportunités qui sont arrivées, c'est vraiment parce que j'ai fait les choses avant dans un Mmh. esprit sincère, Parce pas que tu y pour croyais, quoi. obtenir quelque chose en retour. Ouais. Ça s'est vraiment construit en fait au fur et à mesure. Et puis après, il y a toujours des opportunités invraisemblables qui arrivent, comme c'était en 2023. 2023, c'était une grosse année pour moi. J'ai pu faire une conférence à Harvard sur Phineas Gage, puisque j'avais travaillé en histoire des neurosciences sur la couverture médiatique à l'époque du cas de Phineas Gage. Et le congrès était à Boston et du coup à côté de Harvard et Ouais. où le crâne de Phineas Gage est conservé. Donc typiquement, ça c'est des trucs jamais j'aurais pu envisager Ouais. que ça puisse arriver et ça s'est fait par hasard entre guillemets il y avait la localisation du congrès, les Ouais, il y avait personnes qui tout, ont quoi. permis que ça se fasse, Ouais. etc. Mais finalement, ça n'arrive pas non plus par hasard en fait. Tu te crées enfin, tu te crées comment dire? La possibilité d'avoir des opportunités. C'est ça. Et de la même Ouais. façon, quand j'ai lancé la semaine du cerveau à Rennes, j'étais doctorante. Ça partait vraiment d'une intention sincère Ouais. de donner accès à la recherche en neurosciences, de la même façon que Pint of Science. Et je me suis rendu compte après que là, ça va faire 10 ans, tu vois, l'année prochaine Ouais. qu'on a lancé la semaine du cerveau à Rennes. Et finalement, cette action qui était très naïve et très sincère, elle m'a permis aussi d'acquérir des expériences qui m'ont du coup Ouais. ouvert d'autres portes par la suite. Mais jamais, Complètement. en fait, c'est des choses que j'aurais pu envisager ou anticiper. C'est vraiment Ouais. quand tu fais la lecture en sens inverse où tu dis ah bah oui ça c'est arrivé parce que j'ai Oui, fait ouais. ci, parce que j'ai fait ça, parce que du coup j'ai montré cette capacité, cette qualité là à d'autres. Mais finalement, tu peux faire ton plan de route. C'est vrai que justement dans les programmes de développement perso, de leadership, on te dit envisage ce que tu feras dans 5 ou 10 ans. Et à chaque fois, je suis vraiment en difficulté pour envisager ça Ouais, parce c'est que pareil. c'est pas Ouais. comme ça que je fonctionne en fait. Bah, ouais, non, mais c'est pareil, tu vois? Moi, souvent, des tables rondes, on me dit: «Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans?» C'est dur parce que c'est ce que je leur dis tout le temps. Je leur dis: «S'il y a 10 ans,
Tu m'avais demandé si je serais là, j'aurais rigolé probablement, Bien j'aurais dit: sûr. «Mais jamais de la vie». Donc c'est très, très dur d'imaginer, voilà, et puis, le truc le plus dur aussi, je dirais, parfois, c'est quand tu as une image trop précise et vraiment ancrée de ce que tu veux faire, tu passes à côté d'opportunités et des fois quand ce que tu veux faire marche pas, Mmh. même si tu trouves un truc mieux, t'es déçu que ça ait pas marché parce qu'en fait pendant des années tu t'es mis en tête que t'allais faire une chose, tu vois, et voilà, et des fois ça marche Complètement. pas, il y a quelque chose de mieux qui arrive, mais parfois c'est dur de se rendre compte que c'est mieux ou que c'est plus adapté à toi. Et moi vraiment ma façon de réfléchir maintenant c'est de dire les gens à chaque fois ça les fait rire, mais quand ils me demandent qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ou 10 ans, je dis toujours un truc qui me rend heureuse, tu vois. Exactement. Et, Et qui et j'ai passionnerait, tout à fait, ouais, je suis voilà, et totalement alignée je dis: avec «Je sais ça. pas si Mmh. ce serait encore freelance ça ou ça, on verra». Mais clairement, je fais un truc qui me fait vibrer et voilà, et donc bah, on verra où la vie me mène, mais c'est ça qui est hyper important. Plutôt que de faire un truc que j'avais décidé de faire, parce que mon moi d'il y a 10 ans ou mon moi de dans 10 ans, il sera pas le même que mon moi maintenant ou mon moi, enfin, donc tu peux pas décider pour une personne que tu n'es plus ou que tu ne seras pas, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis totalement d'accord. Et en plus, on a souvent une idée fausse de la destination. Enfin, même Complètement, si on dit, voilà, par complètement. exemple, je veux être chercheur quand on est, ou je veux faire une thèse quand on est en master, mais on n'a aucune idée de ce qu'est une thèse. Enfin, tant qu'on n'est pas dans les chaussures, Dedans. on se rend pas compte Ouais. de ce que c'est. Faut avancer pas à pas, et c'est pour ça que c'est très dur. Je pense que le lycée, c'est un des moments les plus difficiles parce qu'on te Oui, demande de choisir un métier alors que la plupart du temps, tu sais pas exactement à quoi ça correspond, et on te demande de choisir un métier, on te met la pression en disant: «Faut que tu choisisses ta vie maintenant», alors que c'est jeune, que tu pas encore vu grand-chose, c'est vrai, c'est vrai. et ça, souvent, on l'entend dans Sous la blouse, c'est de dire, bah, plutôt que de choisir un métier, choisis, une matière qui te fait vibrer ou quelque chose qui te fait vibrer, et puis va vers ce truc et découvre les métiers dans lesquels on l'utilise, en fait, pour après, voilà, pas forcément se fermer sur un C'est métier. ça. Mais c'est ça qui est dur, et pour moi, je trouve que le lycée, c'est hyper chaud parce que tu pas du tout mature, tu es très jeune, tu connais pas encore, beaucoup, beaucoup de métiers, et on te dit: «Bah, voilà, choisis un métier qui va déterminer le reste de ta vie». Mais sans pression, hein, tout va bien. Ouais, non, mais complètement. Moi, C'est j'étais c'est vraiment dans horrible. cette dynamique-là aussi à l'époque et j'avais fait un choix qui me laissait suffisamment de possibilités de faire Ouais, plusieurs plusieurs choses. choses. Mais Ouais. jamais, tu vois, au lycée, si tu m'avais dit, tu vas aller tous les ans faire des conférences, présenter ton travail aux États-Unis, jamais j'aurais cru. Enfin, c'est des choses. Et j'ai encore du mal à y croire, tu vois, parfois. Ouais, d'ailleurs, j'y crois Sur- toujours pas. Oui, oui, bah oui. Mais c'est pareil, ce qu'on disait sur les opportunités, faut pas l'entendre, enfin, ou sur le fait de ne pas s'envisager dans 5 ou 10 ans, faut pas l'entendre comme, bah, je suis une feuille et je laisse le vent m'emporter, parce que c'est pas Non, ça non plus. oui. C'est-à-dire que je pense que toi comme moi, enfin, on travaille dur tous les jours. Mmh. C'est pas, j'attends de voir ce qui va me tomber dessus. C'est on travaille et le travail amène des opportunités qu'on Ouais, peut pas forcément envisager, mais en tout cas, c'est pas rester passif et j'attends. attendre que ça Ouais, arrive. ouais. C'est pas ça non plus. Non, c'est suivre la voie qui nous fait vibrer et ça va nous ouvrir des portes et on va rencontrer des gens, on va faire des choses, qui vont ouvrir d'autres portes plus tard, dont on n'aura même pas idée, quoi. C'est ça, c'est ça. Et autre chose, Sup c'est que la thèse, c'est que le début et on pense être au bout C'est de la sa fin. vie et très Ouais, occupé. Mais oui. quand on n'est plus en thèse, on se dit finalement, c'était bien la thèse, j'avais un Ouais, projet. c'est ce que je dis souvent, c'est ce que je dis souvent parce que, genre, même déjà rien que le postdoc, en fait, la thèse, tu assez protégé, on sait qu'il faut que tu soutiennes, tu beaucoup de généralement de soutien, si tout va bien, de tes directeurs, directrices de thèse, et cetera. Et puis après, en fait, tu deviens indépendant et là c'est compliqué, là, tu es tout seul, c'est voilà, très bien. Donc c'est un truc, je pense qu'il faut avoir en tête, de se dire, va vers une voie qui te fait vibrer et ouvre-toi aux opportunités. Pour finir, qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois? Parce que je vais mettre, tes liens, pour te suivre sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il y a des choses, que tu as hâte de faire? Est-ce qu'il y a des trucs cool qui vont bientôt, arriver? Ouais, là, j'ai très très hâte. Là, je prends pas de vacances cet été parce que j'aime bien travailler pendant la période estivale pour justement écrire les articles sans être sursollicité par mail, etc. Ouais, Donc, je participe à un congrès, le congrès de la MDS qui a lieu début octobre à Hawaï. Donc ça, j'ai très très hâte d'aller à Hawaï. la MDS, c'est quoi? Movement Disorder Society, c'est OK, un congrès de gens qui travaillent sur les mouvements anormaux et dont la maladie de ouais, Parkinson. Donc c'est une grande messe hein, de notre ouais. discipline. Hein, donc c'est vraiment une excellente opportunité et je vais présenter plusieurs de mes travaux, dont des travaux en collaboration avec des collègues à l'international sur même sur tu vois la gestion par exemple de la thérapeutique chez des patientes jeunes.
Ouais. Parce que la maladie de Parkinson touche aussi des gens de plus en plus jeunes. Et je vais recevoir normalement mon diplôme là, pour le programme de leadership. Donc ça va être un beau moment de congrès. Ah, bien. Et puis c'est la première fois aussi où, ça c'est plus en fin d'année, mais j'ai été invitée à participer à un congrès en tant que qu'orateur à l'étranger, donc c'est en Slovénie. Et donc là c'est vrai que c'est pareil, c'est les joies des premières fois. Donc les premières invitations à participer, donc à être invité en tant que chercheur et en tant qu'orateur, c'est très chouette. C'est vraiment là un événement que j'attends avec impatience également. Ça va être très chouette. Et à Hawaï, tu prends quelques vacances, tu y restes un petit peu? Oui, je prends mes vacances là-bas du coup. C'est une très bonne chose, tu verras, c'est très chouette. J'étais allée pour un congrès aussi. Voilà, le métier de chercheuse, c'est quand même chouette. Non, c'est pas une destination que j'aurais fait autrement. Non, c'est pareil. Quitte à y aller, donc oui, je prévois de faire 15 jours de vacances pour découvrir les îles et puis profiter avant le congrès. Et ça, c'est une des grandes joies de cette carrière aussi. Tout à fait. C'est qu'on est envoyé pour des congrès à des endroits qui peuvent être pas mal. Exactement. Manon, merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. Comme je disais, je vais mettre les liens sur les réseaux sociaux pour continuer à te suivre et voilà, voir tout ce qui t'arrive dans les prochains mois et les prochaines années. Merci pour cette update et puis à très très bientôt. Et merci à toi pour cette invitation. Ça a été encore une fois un grand plaisir. Merci. C'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager pour augmenter la visibilité du podcast ou même de le noter sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode.